Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Patrick Côté. Pat, comment ça va? Très bien, toi, mon Ben. Oh, j'aime ça, ça va très bien aussi. Il neige dehors, fait beau. Hâte d'aller faire du sport là, en fin de semaine, mais hâte de regarder l'UFC aussi là, du côté de Las Vegas. Parce que mine de rien, on a quand même une bonne carte là, cette fin de semaine. C'est un gala diffusé sur nos ondes, bien sûr, à RDS. Notez bien ça, RDS cette fin de semaine. Ce samedi, les heures habituelles, mais une bonne carte. Une grosse partie de l'émission va être dédiée à mettre la table pour le prochain gala. Et également, comme on le fait d'habitude, on va terminer ça avec des actualités dans le monde des arts martiaux mixtes. Et peut-être que vous avez entendu certaines rumeurs concernant Georges Saint-Pierre et un certain combattant russe. Patrick Côté va commenter ça et remettre les pendules à l'heure un peu plus tard dans l'émission. Il faut que vous restiez des notes pour savoir ce que Pat a à dire là-dessus. Pat, tu es d'accord avec moi qu'en fin de semaine, bonne carte quand même là, pour un gala gratuit. Là. Je regardais ça en préparant l'émission. Je regardais tous les combats qu'on va avoir à RDS cette fin de semaine. Intéressant. Hein? Il y a surtout des combats importants pour les deux combattants qui vont se battre un en face de l'autre sur plusieurs catégories de poids. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est des combats qui vont probablement dicter l'avenir de plusieurs combattants qui sont soit dans le mix, soit en fin de carrière. Peut-être une dernière chance au titre avec une victoire aussi. Donc, c'est ça qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Effectivement, entièrement d'accord avec toi. Puis ça commence avec la grande finale, Alistair Overeem contre Alexander Volkov. Alistair Overeem, ceux qui suivent les arts martiaux mixtes, qui suivent l'UFC depuis quelques années, ont peut-être tendance à se dire voyons donc, il est fini, qu'est-ce qui se passe? C'est de la vieille garde, là, comme tu dis, puis il n'y a pas d'affaire dans le même octogone que des Francis Ngannou, des Stipe Miocic, des Jairzinho Rozenstruik, mais Overeem, malgré tout, Pat est encore classé numéro 5, il a 40 ans, classé numéro 5 chez les poids lourds à l'UFC, 2 victoires de suite, une seule défaite à ses 5 derniers combats, c'était contre Rozenstruik. Un combat qu'il gagnait en plus là, avant de se faire pincer avec 4 secondes seulement à faire au combat. Donc, il était à 4 secondes d'être sur une séquence de 5 victoires. Là. Overeem, à 40 ans, est-ce qu'il peut encore aspirer à la ceinture, Pat? Dans les poids lourds, oui. Parce que dans les poids lourds, ça, le coup de poing peut changer, il peut faire la différence. Dans d'autres catégories de poids, je te dirais non, mais dans les poids lourds, absolument. Comme tu disais, il y a quand même 4 de ses 5 derniers combats. C'est un gars qui est extrêmement puissant. Il a gagné partout ce qu'il a combattu, lui, hein, à l'exception de l'UFC. Donc, c'est sûr que ça, il l'a dans la tête, il l'a sur le cœur aussi. Écoute, Alistair Overeem, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. C'est un des deux. Son attitude, il l'a changé avec les années. Il a déjà été ultra arrogant. On ne se mentira pas. Lui a dit qu'il avait découvert la viande de cheval. C'est pour ça qu'il avait pris de la masse musculaire. On n'est pas des épais non plus. Je veux dire, il est disparu pendant 2 ans de temps. Il est revenu 60 livres de plus quand il était disparu. Donc, mais il reste que c'est un combattant qui est le fun à voir. Un bon combattant avec des coups de pied, des coups de genoux dans le clinch vraiment solide. Pas une boxe très propre. Là. Je trouve que sa boxe s'est détériorée avec les années. Évidemment, la vitesse n'est plus là, mais la puissance est encore là, par exemple. Ouais, tu parlais. Il a été champion à Pride, il a été champion à Strike Force. À Pride, chez Manu, c'était K1 en kickboxing. Je pense, est-ce qu'il était à 185 livres ou. Après ça, il est monté à 205, puis après ça. OK, il a été à 205, après ça, il est revenu. Ouais, c'était un grand slim à 205. C'est déjà battu contre Chuck Liddell au Pride. Puis, à un moment donné, il est disparu, puis il est revenu. Il avait doublé. Vraiment. Avec la fameuse viande de cheval, comme tu viens de nous raconter. Exact. C'est un gars quand même qui a des soumissions quand même à sous-estimer. Il a une excellente guillotine. Vraiment, il l'a passé souvent. Mais écoute, c'est sûr que maintenant, il est un petit peu moins rapide, un petit peu moins explosif.
Donc, il va avec des gros shots, là, des gros coups pour faire mal. Puis ça, il a encore la puissance. Parce que, oui, il est capable de passer le KO à ses adversaires. D'ailleurs, ses 4 dernières victoires, là, c'est des victoires par KO. Mais avec lui, c'est tout ou rien. Là. Je pense que ça doit faire 5 ans là, qu'il ne s'est pas rendu à la limite là, à Alistair Overeem. Là. C'est soit qu'il gagne par KO ou il se fait passer le KO. Là. Donc, ça, c'est toujours des bons spectacles. Là. Oui, c'est un bon vieux poids lourd. C'est exactement ça. Tu y vas, ça passe ou ça casse. Quand ça a cassé, on s'en souvient tous là, du KO qu'il a subi face à Ngannou. Là. Tout le monde pensait que la tête allait y arracher des épaules. C'était assez violent comme KO, mais il a réussi avec là, il y a beaucoup d'expérience. Hein. Tu regardes le nombre de combats qu'il y a, c'est assez impressionnant. Donc, il s'assoit sur cette expérience-là, puis là, il est capable de toujours être compétitif à 40 ans. Son adversaire, je ne sais même pas si on l'a nommé, c'est Alexander Volkov quand même. Puis on parlait de combats importants dans plusieurs catégories, dont celui-ci chez les lourds. Overeem numéro 5, Volkov qui est quand même classé numéro 6. Pas le poids lourd le plus électrisant, Alexander Volkov, mais lui aussi fait le travail. Lui aussi, par contre, lui s'est fait pincer là, à quelques reprises depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Quand il est arrivé à l'UFC, il était sur une grosse séquence de victoires. Ça a bien parti sa carrière à l'UFC. Mais je me souviens, entre autres, à l'UFC 229, il s'est fait passer le KO par Derek Lewis. Derek Lewis, voilà. Et puis ça aussi, il restait à peu près quelques secondes à peine au combat. Donc, susceptible quand même de se faire passer le KO, mais un combattant dangereux quand même, Alexander Volkov. Oui, c'est pas un poids lourd qui est le plus imposant, on va se le dire. C'est un gars qui a quand même une technique de kickboxing quand même bien. Il n'a pas l'air de frapper fort. T'sais, quand il touche, ça sonne, mais de la manière qu'il bouge, il a de l'air lent, il a de l'air d'avoir des oreillers dans les mains. Pour vrai, on dirait que ça... C'est tellement, on dirait, déposé, mais en même temps, quand ça touche la cible, ça fait du dommage. Moi, c'est toujours, puis on va en parler, il y en a 2-3 combattants sur la carte là, puis je vais dire exactement la même affaire 3 fois. Ça dépend toujours quel Volkov va se présenter. Des fois, il nous a sorti des performances vraiment solides, puis d'autres fois, ça a fait, c'est pas le même combattant qui a gagné le dernier combat. Tu sais, il est irrégulier dans ses performances, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de combat de championnat du monde encore, parce que face à Derek Lewis, s'il avait resté dans son plan de match puis pas vu rentrer dans une guerre coup pour coup, il est en train de gagner le combat vraiment haut la main, puis à 10 secondes, il a décidé d'y aller coup pour coup. C'était pas intelligent. On s'entend surtout pas face à Derek Lewis qui a pas mal juste ça comme arme, sa main arrière. Donc, il se doit d'être un peu plus constant, plus intelligent dans ses combats, parce que la défaite contre Lewis avec une victoire, ça l'amenait quasiment dans un combat de championnat du monde. Ouais. C'est pour cette raison-là encore qu'il n'est pas là. D'ailleurs, Lewis, si ma mémoire est bonne, c'est dès le mois suivant, l'UFC 230, Madison Square Garden, il a croisé le fer avec Daniel Cormier, qui était champion à ce moment-là. Donc, un mois plus tard, Lewis avait gagné in extremis son combat contre Volkov et tout de suite en combat de championnat. Donc, effectivement, comme tu fais bien de le mentionner, ça aurait pu être Volkov. Effectivement, ça a été un pas de recul. Il y a 2 victoires, 2 défaites à ses 4 derniers combats, mais une victoire contre un gros nom comme Overeem, c'est sûr que ça ferait du bien à son classement. Et je pense pas que ça l'amènerait pas, par exemple, en combat de championnat, là, parce que tu as des Ngannou qui attend son... Ngannou va affronter Stipe Miocic, mais tu as des gars qui sont mieux classés que lui, Curtis Blade. T'as surtout John Jones maintenant. C'est vrai, oublier John Jones. Non, c'est vrai, faut pas l'oublier, il est rendu chez les Low, puis c'est pas mal sûr que son premier combat chez les Low, ça va être pour la ceinture, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est notre finale. Demi-finale, ça, je pense que c'est le combat que j'attends le plus là, sur la carte. Corey Sandhagen contre Frankie Edgar à 135 livres. Ça va être le deuxième combat de Frankie Edgar à 135 livres. Sandhagen est classé numéro 2, revient d'une grosse victoire contre Marlon Moraes. Et Frankie Edgar est quand même classé numéro 4 après sa victoire à son premier combat à 135 contre Pedro Munoz. Donc, toi aussi, tu l'attends avec impatience, ce combat-là. Et ça, c'est peut-être un cas de combat éliminatoire. Oui, c'est peut-être un cas de combat de l'année aussi, combat de la soirée. Là. Écoute, et moi, c'est pour vrai, je trouve dommage un peu, c'est que Cody Sandhagen est classé 2e, puis on dirait qu'il passe un peu dans le beurre. Hein? On le regarde, il y a un numéro 2 à côté. Ah ouais, Game, c'est qui ce gars-là, pour vrai? Mais il est très solide, il est dangereux, c'est un grand.
poids coq aussi. C'est un grand bonhomme dans cette division de poids-là. Donc, il utilise bien sa portée. Grosse victoire qui a donné beaucoup de confiance face à Moraes à son dernier combat. Donc, oui, pour lui, là, c'est un autre pas vers un combat de championnat du monde face à un combattant qui est probablement le Rocky Balboa de l'UFC, Frankie Edgar, qui est parti de rien et qui est devenu une légende de ce sport-là. Et moi, je me souviens, l'anecdote, à l'UFC 67, je me battais contre Scott Smith. C'était ma première victoire à l'UFC. Je me battais contre Scott Smith. Puis Frankie Edgar, c'est son premier combat au UFC. Il était dans le même vestiaire. Puis on regardait, puis on était là. Voyons, il est pourri. On le regardait. Ah ouais? Il était pas. Ah ouais, ses pads, c'était dégueulasse pour vrai. Puis on était là, ben voyons donc. On savait que c'était un bon lutteur, mais il frappait dans les pads. Il s'échauffait avec la boxe. Puis pour vrai, il était mauvais, là, mais mauvais. Mais ben là, j'exagère un peu, là, mais c'est parce que je le compare à aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est incroyable comment il s'est amélioré. Puis ce gars-là, c'est une histoire un peu à la. Tu sais, le film de football, la Rudy, là. Je trouve que c'est un peu une histoire comme ça. C'est un gars qui personne ne voyait venir, puis à un moment donné, boum, il a explosé, devenu une légende vivante, devenu un des combattants les plus excitants de cette division de poids-là. Un gars qui a un menton de fou, qui est capable de prendre un coup, capable d'en donner, qui a un cardio incroyable et qui est beaucoup aimé de l'organisation. Et pourquoi je dis ça, c'est que on avait dans nos points le temps d'obtenir un combat de championnat du monde dans une troisième division de poids de suite. Même si c'est en fin de carrière, on lui a donné un combat de championnat du monde, son dernier. Il le méritait peut-être pas, mais vu que c'est Frank Edgar, tout le monde a accepté quand même. Donc, avec une victoire face à Sandhagen, je pense qu'il mériterait plus d'avoir un combat de championnat du monde une victoire face à Sandhagen qu'à son dernier combat. Mais il reste que dans son dernier combat de championnat du monde. Mais ça va être un combat incroyable. Moi aussi, c'est ce combat-là que j'attends le plus à la carte. Ouais, parce que, Frankie Edgar a été champion à 155 livres, donc chez les légers. A obtenu après ça un combat de championnat à 145 livres contre José Aldo qui l'a perdu. Et là, comme Pat le disait, tente de frayer son chemin à 100. Après une défaite, ça. Hein? C'était après une défaite. Il y a eu un combat de championnat du monde après une défaite. Oui, c'est pour ça que tu dis effectivement qu'on n'était pas sûr qu'il le méritait, mais en même temps, il est allé avec le gros nom. Et puis, c'était pas la première fois ni la dernière fois que l'UFC va faire ça. Puis, je pense que ça n'a pas trop rué d'un brancard dans le sens où c'est Frankie Edgar. Oui, personne qui s'est plaint. Il n'y a personne qui se plaint. Et là, s'il réussit à le faire à 135 livres, moi, ça me fascine parce que, en plus, c'est comme le chemin inverse. Là. Il est parti d'un poids plus élevé, puis il a descendu de poids. On le voit de plus en plus. Je pense entre autres à Aldo là, qui relance un petit peu sa carrière à 135 livres. Normalement, on voit des gars qui. Conor McGregor, il a commencé à 145 livres, devenu champion à 155 ensuite. Puis après ça, il a passé à 170. Mais descendre de poids, c'est une autre game. Là. Oui, mais toute la carrière de Frank Edgar, moi, quand il était champion à 155, on disait qu'il allait avoir plus de succès s'il descendait de poids. Mais il était champion des poids légers. Il le regardait, il disait, de quoi tu parles? Voyons donc. Mais toute sa carrière, on lui a dit que c'était un petit poids léger. Même s'il est devenu champion, on le disait tout le temps que tu devrais descendre de poids. Tu vas voir à un moment donné. Fait que là, il ne coupait pas de poids à faire 155, hein, mais très peu. Là. C'est un 155 naturel. Puis à un moment donné, ben là, c'est ça. Il a perdu son titre, là, les connaissances de nutrition, les gars au talent égal, à un moment donné, le gabarit va embarquer dans la ligne de compte. Fait que les gars 155 sont devenus énormes aussi, des gros lutteurs. Puis on sait que là, la division des poids légers aujourd'hui là, est quand même assez dangereuse. Là. C'est pas là la division la plus profonde à l'UFC. Donc, c'est un bon choix pour lui de descendre. Je pense qu'il fait maintenant ce que le monde faisait quand lui était à 155 pour se battre contre lui. Donc, le monde s'est déshydraté ou faisait des coupes de poids pour se battre quand lui est naturel. Là, maintenant, c'était lui, il fait les sacrifices nécessaires pour continuer sa carrière. Parce que je pense pas que s'il avait resté à 155, il aurait eu encore une autre chance d'aller en combat de championnat du monde ou d'avancer ou de rester juste dans l'UFC. La ceinture sera mise en jeu le 6 mars prochain, donc dans à peu près un mois. Peter qui est le champion, va affronter Aljamain Sterling. Donc, c'est sûr que ces deux gars-là vont regarder avec attention le combat d'en fin de semaine. Si Sandhagen gagne, il est déjà aspirant numéro 2. Ouais. Pas mal assuré que c'est lui qui est le prochain au titre. Puis Edgar, ça ne fait pas trop d'illusions non plus. Il a même dit en entrevue, ça suffit pas que je gagne, selon moi. Il faut que je gagne par KO. Donc, il va là, lui, pour livrer
livrer une grosse performance. Ça va être un choc des styles aussi, dans le sens où, en fait, un choc des physiques. Là. Edgar est plus petit et fait plus comme un bloc de glace. Sanagan est quand même assez grand pour un 135 livres, des grands bras et tout ça. Il y a des bonnes soumissions aussi, Sanagan, si ça va au sol. C'est le lutteur ou le grappler là, qui peut l'emporter? Il faudrait que je regarde les statistiques, je n'ai pas regardé, là, mais je suis pas sûr que Edgar s'est fait finir tant que ça dans sa carrière, là, pour vrai. Ça avait passé deux fois le KO, c'était deux KO de suite, là, mais ça faisait longtemps. C'était Brian Ortega qui avait passé le KO au premier coup là, dans sa carrière. Il en a mangé des coups, là, on s'entend, Edgar. Là. Fait que... ça va être difficile de passer une soumission à Frankie Edgar. C'est un gars qui est ultra éduqué en les arts martiaux mixtes, s'entraîne avec une excellente équipe à New York, avec des Ricardo Almeida, des Renzo Gracie depuis des années et des années. Donc, ça va être intéressant. Puis, moi, j'ai hâte de voir le combat de championnat du monde aussi. Là, Peter Yan, qui va être sa première fois qu'il va défendre sa ceinture. Ça a été long avant qu'il revienne à la compétition. À Jermaine Sterling, on se demandait pourquoi c'est pas venu avant. Qu'on allait confirmer que c'est lui qui allait combattre au championnat du monde. C'était un no-brainer, c'était logique. Peut-être une question de négociation de contrat, mais ça a été long avant que finalement ce combat-là arrive. Oui, effectivement. Donc, je répète, ça va être à l'UFC 259 le 6 mars. Et cette fin de semaine, vous verrez à l'œuvre deux des meilleurs poids coqs quand même au monde. Sanagan contre Frankie Edgar, ça promet. Autre combat qui risque d'avoir une importance sur les classements. Marion Renault, classé 10e contre Macy Chiasson, classé 12e. Ça, c'est chez les poids coqs féminins. On ne sait pas trop quand Amanda Nunes va défendre cette ceinture-là. Elle va monter dans le ring, Nunes, pour défendre sa ceinture à 145 livres, donc possède à 135 livres. Mais pendant ce temps-là, derrière elle, ça continue à se battre pour les postes. Mais on s'entend que ce n'est pas deux filles qui peuvent... en tout cas, je ne le vois pas, là, pas deux filles qui peuvent éventuellement aspirer dans un avenir rapproché à la ceinture. Là. Non, ben absolument. Puis c'est ça qui est plate un peu parce que il y a Amanda Nunes puis il y a les autres. Et il reste que les autres sont quand même assez bonnes. Puis Marion Renault, quand même âgée. Hein? C'est rare d'avoir des combattants qui sont âgés, qui continuent à avoir du succès dans ce sport-là. Il reste que Macy Chiasson, c'est une combattante qui aime aller vers l'avant. Et là, je vais faire un petit aparté parce que de plus en plus, pas de plus en plus, oui, peut-être de plus en plus, parce que je vais donner un exemple après. Il y a du monde qui sortent et qui disent qu'ils n'aiment pas les combats féminins, qu'ils n'en veulent pas sa carte principale. Écoute, là, le meilleur combat de l'année passée, là, ça a été un combat féminin entre Willy Zhang et Yan Jacek. Le dernier combat aussi, le dernier gala aussi, il y avait deux combats féminins sur la carte principale à pay-per-view. Le premier KO de la soirée, ça a été un combat féminin aussi. Donc, à un moment donné, il ne faut pas jeter la pierre à tout le monde non plus. Puis là, tu as l'autre, Stephen A. Smith, qui sort comme moi, en tout cas, je ne l'aime pas bien, là, mais Stephen A. Smith qui sort, qui dit qu'il ne veut plus avoir de combat féminin dans l'UFC parce que lui, il n'aime pas ça. On s'en torche un peu ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, Stephen. T'aimes pas, je pense que t'aimes pas les arts martiaux mixtes ou t'aimes juste bâcher sur les arts martiaux mixtes parce que depuis une couple de mois, même un an, t'arrêtes pas de lancer de la merde sur l'organisation, de la merde sur les arts martiaux mixtes. À un moment donné, les combats féminins, ça a pris du temps avant que ça arrive. C'est arrivé et je peux te dire que depuis très longtemps, je te dirais 3 combats sur 4 sont pas plates, les combats féminins. Là. Mais c'est sûr qu'il faut que tu prennes au ratio aussi. Hey, combien de combats plates d'hommes qu'on a vus, mais qu'on n'a rien dit? Il y en a eu, là. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Puis j'essaie pas de défendre les femmes, là. J'essaie pas de défendre les combats féminins. Il y a des combats plates chez les filles, puis il y a des combats plates chez les hommes aussi. C'est juste que chez les hommes, on ne dit pas parce que c'est plus normal de voir deux gars qui se tapent sur la gueule. À un moment donné, c'est ça aussi. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Stephen A. Smith, il est payé pour chialer. Il n'y a pas grand-chose de positif qui sort de sa bouche. Il est payé pour ça. Non. Grassement, d'ailleurs. Il connaît la boxe, il connaît assez ça, je peux te le dire. Je pense pas que les arts martiaux mixtes aient traversé. Donc, effectivement, son opinion sur les combats féminins et sur les combats en général à l'UFC et dans d'autres organisations, on peut laisser ça, on peut en prendre puis en laisser. Puis les femmes travaillent aussi fort que les gars pour se rendre là, s'entraînent aussi fort, font les mêmes sacrifices et bien souvent pour pas mal moins d'argent. Donc, de dire qu'ils n'ont pas leur place là,
Non, c'est faux. Puis vous aimez pas ça, ben ouvrez vos œillères, puis changez de poste. Si vous ne voulez pas les regarder, là, les combats féminins, changez de poste, puis vous reviendrez au prochain, là, je veux dire, à un moment donné. Mais tu as le droit de ne pas aimer ça. C'est pas ça l'affaire. Mais de dire des choses qu'ils n'ont pas d'affaire là, que c'est dégueulasse, voir deux filles. Tu sais, j'invente pas. Je dis des choses que j'ai lues et que j'ai entendues. À un moment donné, tu sais, ça va avec le respect aussi. Tu sais, les arts martiaux, en général, ça part du respect. Fait que, tu sais, quand il y a deux gars qui se battent, qui s'éplatent, on ne dit pas que c'est deux sans dessin et qu'ils n'ont pas d'affaires dans cette organisation-là. Tu sais, je veux dire, on ne dit pas des choses comme ça quand c'est deux gars puis c'est un combat plate. Puis il y en a pas mal plus de combats plates gars que de combats plates filles. Fait que, là, je veux pas me porter à la défense du mouvement féminin, là, on s'entend, mais c'est juste que moi, ça me tanne d'entendre des affaires de même. Puis c'est vrai que la parité chez les combats de femmes, il n'y en a pas beaucoup. Parce que tu as les championnes, puis après ça, ben, à part 115 livres, tu as plus de compétition, mais à part ça, vous avez tout à fait raison. Tu as Shevchenko puis tu as Amanda Nunes. Les autres sont pas beaucoup de calibre. Mais c'est ça qui est ça. À un moment donné, moi, si tu n'es pas content, je suis pas mal sûr que tout le monde qui se plaint de ça, Amanda Nunes, de sac une volée. C'est ça. La réalité, c'est ça. Quelqu'un va chialer sur le combat de Macy Chiasson contre Marion Renault, là, puis ils sont pas championnes, puis ils vont leur sacrer des. Je veux dire. Alors, puis. Mais critiquer des combattants pour des performances. Steven Butler l'a vécu en fin de semaine. Là. Il a perdu au Mexique, là, défaite. Et puis il s'est fait ramasser ses réseaux sociaux. Facile dans son salon, sur son téléphone, quand tu regardes d'écrire des choses. Puis toi, tu l'as vécu, tu t'es entraîné. Tu t'entraînes avec des filles, tu t'entraînes avec des combattantes d'arts martiaux mixtes, tu les coaches, tu t'entraînes avec des championnes du monde de Jiu-Jitsu. Je veux dire, tu les côtoies, donc tu sais les sacrifices, les efforts qu'ils mettent là-dedans. Tu connais leur talent. Puis c'est ça que les gens doivent aussi apprendre à aimer et apprendre à apprécier aussi. Passons au prochain, parce que là, ça, c'est une catégorie qui a fait beaucoup de bruit en 2020. On n'a pas encore vu vraiment de combat en 2021, mais celui-là est intriguant. Alexandre Pantoja contre Manel Capé. Pantoja est classé numéro 5 à 125 livres. On le connaît. N'est pas proche là, du sommet, là, mais quand même, c'est un bon combattant. Je pense qu'il y a une victoire, une défaite à ses 4 derniers ou ses 5 derniers. Là. C'est un bon combattant dans le top 5 des 125 livres. Manel Capé, un gars qu'on ne connaît pas du tout, en tout cas moi je ne le connaissais pas. Il va faire ses débuts à l'UFC, débuts qu'il était censé faire quelque part en 2020, mais évidemment la pandémie et tout ça. Un ancien champion de Ryzen quand même à 125 livres. Donc, en partant, on lui donne un gars qui est aguerri, qui est là depuis un certain temps. Donc, est-ce que ça pourrait être un nouveau, peut-être, un nouveau visage à prendre au sérieux dans cette catégorie-là, là, comme je le disais, qui a fait beaucoup de bruit avec des super combats en 2020? Là. Exact. On a passé dans 2019 de penser perdre cette division-là en 2020, que ça devienne une des divisions les plus excitantes à regarder, avec le changement de garde, avec Figueiredo qui est devenu champion, un combattant qui a donné des bons combats puis des combats spectaculaires. Donc, c'est intéressant de voir maintenant les 125 livres qui sont de plus en plus vendeurs, puis c'est une division qui a été sauvée par les combattants. Les combattants se sont tous mis ensemble, même si c'est un sport individuel, mais ils se sont tous mis ensemble pour dire « OK, nous autres, on ne veut pas que cette division de poids-là s'en aille, fait qu'on va donner encore plus de spectacles. » Puis il n'y a personne qui me l'a dit, ça, mais je l'ai vu. T'sais, on l'a vu à un moment donné que ça a fait un déclic. Tous les combattants disent « OK, là, il faut qu'on en donne un peu plus. » Aujourd'hui, ben, on en parle, puis on a hâte de voir un combat des 125 livres. En 2019, on n'aurait pas parlé de ça. Là, pour vrai, là, on savait que ça allait être Demetrius Johnson qui allait gagner, puis peut-être qu'elle allait finir le combat. Fait, c'est ça qui est le fun maintenant. Pour Capé, si je ne me trompe pas, c'est le seul Portugais dans l'UFC, sinon un des seuls. Pas beaucoup de combattants qui viennent de là. Oui, il était champion du Ryzen. Est-ce que Ryzen a un niveau de combattant aussi fort que l'UFC? La réponse est non. Il reste qu'il a été champion quand même pour une raison. Et si on le met tout de suite face à Pedro Just parce qu'on croit que ça va donner un bon combat. Soit ça, ou, là, je vais faire un peu mon pisse-vinaigre un peu, là. Soit qu'on veut encore montrer que notre organisation est encore meilleure que toutes les autres à l'UFC face à Ryzen. Donc, on donne un classé numéro 5 qui est dans le top 5, pas proche d'un combat de championnat du monde,
Puis on va aller tester votre champion, vous autres Ryzen, pour prouver encore qu'on dit c'est nous autres qui est le meilleur. Fait que si Pantoja passe à travers facilement, encore une fois, ils vont montrer que l'UFC a les meilleurs combattants au monde, mais il reste que c'est un jeu dangereux pareil. Mais c'est win-win, ça, pour l'UFC. Il faut faire le parallèle avec Michael Chandler. Si Chandler perdait, l'UFC aurait pu dire, regardez, notre numéro 6, Dan Hooker, est meilleur que votre champion Bellator. Yeah. Là, il est passé au travers facilement. L'UFC se frotte les mains en disant, c'est nous l'endroit où les meilleurs combattants, les meilleurs talents veulent aller, puis c'est là qu'on... Fait que c'est la même chose avec... S'il gagne, si Capé gagne, on va se dire la même chose. On va se dire, on va se féliciter d'avoir été chercher des gros talents qui se battaient en Asie ou ailleurs. Le parallèle est intéressant, c'est vrai. Ils font souvent ça. Là. C'est commun là, de la manière qu'ils font ça. Diego Ferreira contre Benil Dariush, ça c'est chez les poids légers. Pat le mentionnait tantôt, puis on en parle souvent au podcast, pour vous donner une idée à quel point la division des légers est talentueuse et à quel point il y a de la profondeur. Diego Ferreira est classé 10e. Benil Dariush est classé 13e. Ferreira a 6 victoires de suite, Dariush en a 5. Donc, les deux sont sur des super séquences de victoires. Normalement, pas dans une autre catégorie, par exemple les 125 livres, pour qu'on vienne d'en parler, un gars qui a 5 victoires de suite à 125 livres, c'est sûr qu'il se retrouve en combat de championnat. Là. Ouais, il n'est pas loin de là, c'est sûr. Mais écoute, à 155 livres, il y a tellement de talent. Puis c'est toujours le fun, un combat revanche. Hein. Les deux se sont déjà battus en 2014 ensemble, puis Dariush avait gagné. Donc ça, c'est le fun. Un combat revanche, il y a toujours beaucoup plus d'animosité. Il y a une histoire autour de ça. Dariush, il était sur toute une séquence à un moment donné, puis là, il s'approchait d'un combat, pas d'un combat de championnat, mais dans le top 5, il s'approchait. Il s'est fait surprendre par Alexander Hernandez. Là, il s'est fait passer de knockout en 10 secondes, puis Hernandez avait accepté le combat à la dernière minute. Ça a été un gros pas de recul à Benil Dariush. Puis, encore une fois, j'en parlais tantôt, lequel de Volkov qui va se présenter en finale, mais c'est un peu la même chose avec Benil Dariush. Là, il semble être comme... Par exemple, dans ses derniers combats, surtout ses 3 derniers, il semble être sur une mission, le Benil Dariush. Là. On a déjà vu qu'il y avait des performances inégales, mais de ses 3 derniers combats, par exemple, là, on a vu du haut calibre, là, du très, très haut niveau. Il a beaucoup amélioré son combat debout aussi. Avant, c'était plus un lutteur. C'est un gars qui est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Même chose pour Diego Ferreira. Donc, les deux se connaissent très bien, c'est un combat revanche. Fait que ça va se décider vraiment où la stratégie des deux va être capable de mettre leur stratégie à bon plan là, dans ce combat-là. Oui, effectivement. Et puis, Benil Dariush, c'est un vétéran, il est là depuis longtemps, affronter des... Je pense que c'est un gatekeeper, là, on peut le dire. Là. Il y a une bonne fiche, il a perdu contre des gars qui ont accédé au plus haut sommet, mais il y a des belles victoires contre des super bons combattants aussi. Là. Il a perdu contre Dustin Poirier, entre autres, il a perdu contre Hernandez, tout ça, mais il y a d'autres belles victoires à travers son parcours à l'UFC. Donc, c'est un gars que je pense que tu n'as pas le choix d'affronter et tu n'as pas le choix de passer au travers pour atteindre les plus hauts sommets. Est-ce que Ferreira a le talent pour le faire? Lui aussi, il est là depuis un certain temps. Ça va être intéressant. Il a perdu contre Dariush. Comme tu dis, il est mieux classé présentement. Il va avoir le couteau entre les dents. Puis je pense, lui aussi, c'en est un qui a quitté pendant... Il y a peut-être 2-3 ans, là, on ne l'a pas vu pendant plusieurs mois. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien un petit peu, puis il est revenu avec une nouvelle attitude. Il n'est pas flashy pantoute, mais il est bon. Il est très bon au sol, puis il a sûrement amélioré son jeu debout. Donc, capable de rivaliser. Tu n'es pas dans le top 10 de cette division-là si tu n'es pas talentueux. Là, donc, c'est là qu'on va voir contre un gars comme Dariush s'il est capable de... Il peut prétendre là, à aller plus haut que ça. Puis en terminant, Pat, un mot sur Michael Johnson et Clay Guida. C'est aussi 155 livres. Ça va être la finale des combats préliminaires. Mais faites-vous en pas, tous ces combats-là dont on parle depuis tantôt sont présentés sur les ondes de RDS samedi. Et je veux en parler parce que c'est 2 gars qui... le perdant n'a plus de job. Puis j'ai même écrit dans nos notes, peut-être même les 2 n'ont plus de job. Même le gagnant, si ça se trouve, ça fait un combat plate surtout. Je veux dire, Michael Johnson, c'est un gars qui n'est pas capable d'acheter une victoire depuis un petit bout de temps. Puis Clay Guida, c'est Clay, là. Je veux dire, il est là, il est vieux comme les meubles. Exact. Puis, son style n'a jamais changé avec les Guida. Puis, tantôt, je reviens encore, j'ai dit que j'allais le mentionner souvent dans le podcast, ça, le kill va se présenter. Et j'ai justement parlé de ça pour Michael Johnson.
Michael Johnson, c'est, je pense, le combattant le plus irrégulier qui existe dans l'organisation. Il nous a sorti des performances de fou à un moment donné. Après ça, il revient, il a de l'air d'un gars qui s'est jamais battu de sa vie. Lui, là, c'est vraiment ça son problème dans sa carrière, c'est sa constance d'être toujours à donner la performance qui reflète son talent, dans le fond. Michael Johnson, t'as raison, écoute, il y a 6 défaites à ses 8 derniers combats, ça va pas bien. Clay Guida, 39 ans, 2 défaites de suite. Écoute, ça dépend c'est quoi leur contrat, s'ils sont rendus à leur fin de contrat. Je pense pas que lui qui va gagner, on va le mettre dehors. Si il est rendu à son fin de contrat puis c'est son dernier combat, ça se peut qu'on leur signe pas. Ça se peut, mais Clay Guida, même s'il est là depuis la préhistorique, on dirait, là, il a l'air de ça aussi, mais même s'il est là depuis tout le temps, il reste que et le monde sont contents de le voir. C'est un personnage. C'est une attraction, Clay Guida. Vraiment. Écoute, ça ne sera pas chic comme combat. On s'entend. Là, on sait à peu près à quoi s'attendre. Johnson, qui va essayer d'être un peu plus technique, va courir après Clay Guida. Clay Guida va courir à bord plus de l'autre. Va sûrement roter entre 2 rounds. C'est tout le temps ça qui va arriver. Fait qu'on sait à quoi s'attendre. On ne sait juste pas qui va tomber, qui va gagner. Mais on sait à peu près comment le combat va aller. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis entièrement d'accord. Puis des gars comme Guida, des gars de même, t'en as besoin là, à l'UFC. C'est vrai. Parce que faut que tu testes tes petits jeunes ou faut que tu testes tes gars. Puis tu sais que c'est pas. Il n'y a personne qui va changer de poste quand c'est lui qui va se battre. Les gens le connaissent et tout. Puis Johnson, je dis, on fait des farces, là, ils vont être coupés, tout ça. Oui, peut-être que non, mais Johnson, c'est tellement irrégulier. On dirait qu'à chaque fois qu'il est sur le bord de la porte, on dit OK, c'est sa dernière chance. Là, il sort une victoire. Là, il va repartir sur une autre séquence de 3 défaites. Là, c'est terminé pour Johnson. Il n'a pas le choix de gagner. Ah, méchant. C'est grosse victoire, KO de la soirée ou soumission de la soirée. OK, parfait. Il est reparti pour un autre tour. À chaque fois qu'il avait besoin, qu'il était sur le bord de la porte, il avait un pied dans la porte pour sortir, réussi à gagner puis à rester à l'UFC. Puis il est à l'UFC depuis un certain temps. Là. Peut-être une dizaine d'années. Là, donc, mais là, j'ai vraiment l'impression. Ça fait 8 défaites en 11 combats, là, Michael Johnson. Donc à suivre, mais c'est toujours intéressant. Puis je voulais le mentionner là, parce que deux bons vétérans, puis 2 gars. En tout cas, Guida nous donne souvent des bons spectacles. Johnson, pas toujours, mais Guida, oui. OK, Pat, chose promise, chose due, parlons de ces rumeurs. Là. Je pense que c'est Kenny Florian qui a sorti ça. Ouais. Que bon, selon lui, Georges Saint-Pierre serait à l'entraînement, ou en tout cas les négociations seraient relativement avancées pour un combat de championnat contre Khabib Nurmagomedov. Encore une fois, cette histoire-là qui ressort. Qu'est-ce que tu entends là-dessus, Pat? Et, comment tu as réagi quand tu as vu ça? Toi, dans le milieu ici, qu'est-ce que tu entends? Écoute, c'est Kenny Florian qui a sorti ça parce que Kenny Florian et John Anik ont une espèce de podcast ensemble, puis on jasait, pas on jasait, mais eux jasaient, moi j'étais pas là. Kenny Florian, à un moment donné, il dit de source sûre, très sûr d'un coach très proche. Il n'a pas dit de quelle équipe. Il dit que ce combat-là est en train de se construire, était très proche d'arriver à une entente. Moi, ce que je sais de source sûre, parce que je le connais, parce que je le sais, Georges est très loin de s'entraîner pour un combat présent. Il n'est pas en fight mode, pas en tout dans sa tête. Et moi, il me le dit tout le temps. Il ne dit pas à moi qui a couru après l'UFC s'il veut faire ce combat-là, c'est à eux autres. Je ne dirais pas qu'il a été un combat, et il a tout à fait raison. Écoute, encore une fois, ça fait parler. C'est une histoire qu'on n'a pas fini d'entendre parler, même si on met le clou dans le cercueil, on va toujours continuer d'en parler quand même encore pendant quelques années, je pense. Si ça arrive, tant mieux. Si c'est vrai, tant mieux. Moi, ce que je peux dire de mon côté, Georges, il est en forme, mais il est en forme parce que ça il tente d'être en forme. Parce que c'est ça, lui, il veut être en forme, il aime ça s'entraîner, c'est tout. Mais est-ce que présentement, il est en entraînement de combat? Pas du tout. Il n'est même pas retourné au TriStar depuis je ne sais pas combien de temps. Il me l'a dit. Il dit, si ce combat-là arrive à un moment donné, si ça arrive, il va falloir que je m'en aille à Porto Rico où ce que John Danaher est rendu là avec une équipe,
où ce que, justement, Olivier Aubin-Mercier est là aujourd'hui, présentement, c'est là qu'il a établi son camp d'entraînement. Il dit, il faut là que j'aille là-bas pour que je fasse venir des partenaires d'entraînement, parce que ici, il ne peut pas faire venir de partenaire d'entraînement pour s'entraîner, pour faire un camp d'entraînement pour, justement, un gars comme Norman Gomedov. Donc, tu sais, il dit, quand tu commences à faire tout ça, ces additions-là, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que le égal à la fin, là, il est énorme en maudit pour arriver à une réalité, là. Fait que moi, c'est ce que je sais, c'est ce que je sais même de source sûre, c'est que je le sais, point. C'est pas des choses que je pense. Bon, si on a entendu d'autres choses ailleurs, c'est sûr que, écoute, moi, je sais que Ali, le manager de Habib, veut faire ce combat-là et veut absolument tenter de le faire. Puis lui, il veut. Mais reste que c'est pas lui qui est dans l'octogone. À un moment donné, c'est ça qui arrive aussi. Des négociations à gauche, à droite. Écoute, est-ce que je suis encore plus excité aujourd'hui? Non. Ça me laisse froid. Ça me laisse pas penser que quelque chose va arriver prochainement avec qu'est-ce que moi je sais. Peut-être que j'en sais pas assez, mais c'est ce que moi je sais présentement. L'affaire avec ça, puis corrige-moi si je me trompe, c'est que Georges, bon, tu viens de le dire, n'est pas en camp d'entraînement pour un combat, et pas dans ce mode-là du tout, mais les choses peuvent évoluer, des négociations peuvent s'entreprendre, ça peut se régler rapidement, comme ça peut prendre des mois, puis ça peut jamais se régler, puis ça se peut qu'on reste campé sur nos positions. Fait que personne ne le sait vraiment. Non, puis tu sais... Puis ajoute à ça, Habib n'a pas l'air trop à vouloir revenir. Ali Abdelaziz veut faire le combat, mais son fighter n'a pas l'air trop intéressé à vouloir revenir. Chaque fois qu'on lui pose la question, Dana White, il soupire un peu, puis il est comme, ben non, il n'y a rien de nouveau à ça. Et si Habib revient, ce ne sera pas contre Georges, puis Georges, il n'a pas l'air à vouloir appeler les... Je pense pas qu'il y a du fun à négocier avec les agents de Georges Saint-Pierre. Ben honnêtement. Ben, c'est ça. Dana White, à un moment donné aussi, il y a plusieurs équations, il faut qu'ils arrivent parfaitement. Là, le lieu, le poids, l'argent, le temps. Le temps court un peu après Georges, même s'il est en top shape. Puis je pense qu'à mon avis, il pourrait battre la moitié du roster à 170 livres, même aujourd'hui, sans camp d'entraînement. Il reste que, il approche 40 ans pareil, là, bientôt. Là. Je pense avoir 40 ans cet été, en tout cas cette année, c'est sûr. Mais c'est vrai que, puis, là, il n'y a pas de place pour s'entraîner non plus. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup de choses là, pour qu'il arrive parfaitement à 100% pour que ce combat-là arrive. Ceci étant dit, je ne suis pas dans le secret des dieux. Il y a sûrement plein d'affaires que je ne sais pas. Puis ça, c'est sûr et certain. Mais ce que je sais, je vous l'ai dit, j'en sais pas plus. Avec moi, ce que je sais aujourd'hui, je ne vois pas que ce combat-là arrive prochainement. Si ça arrive, je vais être le premier vraiment content. Ça, on est d'accord. Puis, il faut vivre d'espoir un petit peu. Donc, on peut continuer à rêver, mais préparez pas vos billets d'avion pour Abu Dhabi tout de suite, là, ou pour la Russie, ou pour n'importe où ça va avoir lieu, là, parce qu'on est loin d'être rendu là, en tout cas. Ça me fait penser, t'as-tu vu le combat, c'est Willy Zhang contre Namajunas? On va faire ça à Singapour. On s'en va ailleurs. Ah oui? Là, on okay. va pas laisser, ouais. Ça m'a fait penser à ça. Tu disais, préparez pas vos billets pour Abu Dhabi, mais là, on se souvient que là, c'est à Las Vegas ou à Dubaï, à Abu Dhabi, je veux dire. Mais là, pour le combat de Namajunas et Willy Zhang, on va faire ça à Singapour. C'est ça qu'on a annoncé. Donc, je ne sais pas ça va être quoi les mesures encore. Je ne sais pas c'est quoi là-bas, comment ça va la pandémie. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que c'est l'UFC 260? Est-ce que c'est celui-là? Écoute, je ne sais pas, donne-moi 2 secondes, on va checker ça. C'est l'UFC, ouais, je pense que c'est ça. J'ai pas mon ordinateur, ouais. Parce que le prochain, en fait, l'UFC 258, c'est Ousmane contre Gilbert Burns. 259, ça va être 3 combats de championnat. Blachowicz contre Adesanya, Amanda Nunes contre Megan Anderson, et puis les 135 livres qu'on parlait tantôt, Peterian contre Aljamain Sterling. Il y a le 260, que là, vite comme ça, j'ai pas... Ah non, c'est Miocic, le 260, c'est vrai? Miocic contre Ngannou. Exact, c'est ça. Donc, peut-être UFC 261. Bref, en tout cas, intéressant. Tout ça pour dire que c'est intéressant, Singapour, puis développer des nouveaux marchés. Puis ça fait longtemps qu'on veut essayer d'aller développer l'Asie. En Asie, oui. Il y a de plus en plus de combattants chinois.
Et on sait que c'est le terreau fertile de Ryzen puis surtout de One Championship. Mais là, l'UFC veut aller un petit peu jouer dans ces terres-là. Puis à voir si ça va fonctionner. Mais le jeu en vaut la chandelle avec une grosse championne comme Weili Zhang comme ça. Là, c'est clair. J'aime la stratégie. Charles Oliveira qui aurait refusé un combat contre Michael Chandler à l'UFC 258. Donc ça, c'est la semaine prochaine. On parle d'un combat, bien sûr, à 155 livres, mais pas un combat pour une ceinture. Donc, ce qui expliquerait pourquoi Oliveira a refusé. Je peux comprendre son raisonnement. Cependant, ça pourrait, à court terme, lui faire mal. Parce qu'on pourrait justement lui donner le combat de championnat à Chandler, qui lui avait accepté, là, apparemment, là, ce combat-là. Ouais. Ouais. Donc, je comprends qu'Oliveira veut attendre un combat pour le championnat, mais ça se peut qu'il attende un peu plus longtemps que prévu. Oui, tu as tout à fait raison. Juste un petit aparté, là, c'est en avril qu'on va faire ce combat-là avec Weili Zhang et Namajunas à Singapour. Oui, il y a une autre rumeur aussi, c'est que Oliveira était trop pesant pour faire le poids dans ce gala-là. Il y a ça aussi. Même Chandler a dit qu'il avait refusé le combat à cause qu'il n'était pas capable d'arriver à la limite de poids. On sait par le passé, ça fait longtemps, là, mais par le passé, Oliveira a déjà manqué le poids à 2 reprises. Si c'est pas 3, là, mais je suis sûr et certain à 2. Donc, souvent à 145, mais à 155, tu te dis, là, il devrait avoir moins de misère, mais quand il est à 145, c'est un vrai problème. Là. Oui, exact. Sauf que là, tu sais, c'est ça que Chandler a mentionné. C'est sûr qu'il est sur 8 victoires consécutives, si je ne me trompe pas. Et je pense qu'il a tout terminé avant la limite. Là. C'est quand même assez impressionnant, la séquence de victoires d'Oliveira. Et tu as tout à fait raison sur le fait de refuser des combats à l'UFC, même quand tu es une vedette comme Oliveira. Mais il reste que Oliveira s'est déjà fait bouder à quelques reprises par l'UFC. Je ne sais pas, on n'a pas de bonne relation à l'UFC et à Oliveira ensemble. Là. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais clairement, c'est pas l'amour entre les deux. Là. Parce qu'il y a toute une séquence. On lui a offert Michael Chandler, c'était peut-être pour le dérouter un peu. Lui a dit non. Il dit, moi, je suis rendu à un stade que je mérite un combat de championnat du monde, qui a tout à fait raison. Mais maintenant, la saveur ça va toujours avec la saveur du mois. Aujourd'hui, la saveur du mois, c'est Michael Chandler. C'est ce que le monde veut voir là, aujourd'hui. Avec ce qui est arrivé au dernier gala, le monde veut le voir Chandler puis Poirier. On veut plus voir Oliveira. Nous, on veut le voir parce qu'on est des grands fans et on comprend la mécanique. Mais la saveur du mois aujourd'hui, c'est Michael Chandler. Parce que qu'est-ce qu'il a fait à Dan Hooker? Donc, c'est sûr et certain que c'est bien plus alléchant à l'UFC de faire Chandler-Poirier que Poirier-Oliveira. C'est ça. Puis là, ce qui pourrait arriver, c'est bon. Prenons comme hypothèse que la ceinture devient vacante, que Khabib ne revient pas. Donc, tu la donnes à Poirier ou tu fais un combat de championnat. Là, tu as le choix. Poirier-Gaethje encore. Les deux se sont affrontés il n'y a pas si longtemps. Poirier l'a emporté facilement, a passé le KO à Gaethje. C'est une avenue, mais c'est peut-être pas l'avenue de prédilection. Logiquement, comme tu l'as dit, Poirier-Oliveira, c'est une option, mais là, maintenant, Poirier-Chandler en devient une. Donc, Oliveira, tu n'as pas voulu nous dépanner pour améliorer la carte à l'UFC 258, qui, entre parenthèses, pour un pay-per-view, est pas de qualité pay-per-view au moment où on se parle. Là. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on voulait ajouter une autre grosse demi-finale comme ça, là, comme Oliveira-Chandler. Oliveira dit non. Parfait, mais tu vas vivre avec les conséquences. Quand la ceinture va être mise en jeu, ce ne sera pas toi, ça va être celui qui a dit oui, Chandler. Et par la suite, ben là, tu as des Connor, s'il se rebat, puis il gagne. Tu ramènes Connor dans le mix. Tu sais, je veux dire. Tu as des Tony Ferguson qui sont encore là. T'en as plein, là. Puis, non, mais donc, pour Oliveira, là, c'est dire non, il pourrait le regretter longtemps. On pourrait le bencher, là, comme on dit en bon québécois. Oui, bon. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. C'est un autre aspect de cette division-là, puis on en parle pratiquement toutes les semaines, mais c'est comme un téléroman qui est le fun parce que je vois les jeux de coulisses dans cette division-là, puis voir comment tout ça va se dessiner. Ça va être un des téléromans les plus intéressants de l'année, ça c'est sûr. Pat, on va finir ça avant de discuter sur peut-être ton organisation préférée, Winday, là.
C'est peut-être pas dans la catégorie. C'est peut-être pas dans la catégorie Jake Paul contre Ben Askren, mais j'imagine que tu vas être à l'écoute de Paige Van Zandt à Bare Knuckles ce vendredi. Là. Absolument pas. Mais je vais regarder les résultats le lendemain. Il y a Chris Lieben qui se bat aussi là, je pense, sur son dernier combat en carrière. Mais c'est sûr qu'on a fait un gros. On a fait un gros tollé autour de Paige Van Zandt qui arrivait à Bare Knuckles. Puis, écoute, parce que c'est Paige Van Zandt, on s'entend, et elle n'est pas bonne. Je vais le dire, je vais dire les vrais mots, là. C'est pas une bonne combattante. Elle est belle, elle fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, elle gagne beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, mais elle ne sera jamais capable de vivre de son sport. Écoute, elle ne passait pas le knock-out à personne. Là, elle s'en va dans une organisation où tu peux juste rester debout et frapper ton adversaire. Écoute, elle a passé des KO avec des coups de pied. Là, tu ne peux pas en donner. Ben, je sais pas. Puis là, il y a beaucoup de haters qui ont dit des choses sur elle, méritées ou pas, whatever. Mais là, elle dit ouais, mais ça ne me dérange pas. Les cicatrices, il y a une étude qui est sortie que les cicatrices, ça rend plus attrayante. Bon, ben, clairement, je n'ai pas passé dans cette étude-là, là, mais je ne sais pas. Bare Knuckles, c'est un. Je trouve que c'est triste. Des combattants qui s'en vont là en fin de carrière. Des nobody, puis whatever. Je ne sais pas combien ils payent. J'aurais pu le savoir. Ils m'ont offert 3 fois d'aller me battre pour eux autres quand j'ai pris ma retraite. C'est sûr et certain que je n'allais pas aller là. Mais quand je vois des Thiago Alves, des Hector Lombard, des Chris Lieben qui s'en vont là-dedans pour finir leur carrière, je trouve ça triste. Je me dis à quel point tu es un animal de cirque, à quel point que tu t'en vas là, puis c'est de la boucherie. Là. Les gars, ils se battent à point nu, ils finissent en sang. C'est pas un sport. Là. Pour vrai, c'est de la boucherie. Là. On revient genre 20 ans en arrière. Là. Donc, moi, je trouve que c'est ordinaire. Puis c'est vrai, à 3 fois, là, on m'a demandé, on m'a envoyé des offres, puis je ne sais même pas c'était combien. C'est mon gérant de l'époque, il m'a appelé, t'es sûr que tu veux pas? Hey, la merde, c'est sûr que je m'en vais pas là. Puis peu importe l'argent qu'il m'aurait donné, je trouve que c'est pas une belle fin de carrière. En tout cas, moi, ça, c'est une opinion bien personnelle. Ouais, puis non, mais tu sais, puis revenir 20 ans en arrière, t'as raison dans le sens où de plus en plus d'études sortent sur les dommages au cerveau, puis les effets que ça peut avoir à long terme, puis tout ça. On le sait maintenant. Là. Ça devient légal au moment où on apprend que ces études-là, ça. Puis, comme tu dis, on essaie de dire aux jeunes qui pratiquent ces sports-là, c'est important de ne pas faire le combat de pro. Faut que tu saches quand t'arrêter. Toi, tu l'as fait. Faut que tu saches quand t'arrêter parce qu'après ça, ta qualité de vie plus tard, ça peut être. C'est comme antinomique, là, ou c'est comme un gros paradoxe. Là. On le sait que c'est dangereux, on le sait les dommages qu'à long terme vous allez avoir, puis on le sait que puis c'est important, des réglementations, puis les gros gants, puis c'est pas. Puis là, bang, en même temps, plein de vieux combattants qui sont en fin de carrière, qui sont déjà peut-être affectés, qui vont l'être encore plus dans des bains de sang. C'est exact. Puis là, je vais dire une opinion bien personnelle. Là, puis ça, c'est vous m'enverrez promener si vous voulez, là, peu importe. Puis ça, je l'ai déjà dit quand je me battais aussi, quand j'ai envoyé un challenge à Hector Lombard. Ceux qui finissent leur carrière-là, je suis un peu surpris en Thiago Alves, par exemple. Là, lui, je peux peut-être le mettre de côté, mais vu qu'il est rendu là, peut-être qu'il est rendu même. Et ça va être rough que je vais dire, là, mais c'est pas des lumières. On s'entend à Chris Lieben, là, Hector Lombard, Jason Knight, Phil Baroni. Et on s'entend, là, tu vois pas des anciens combattants s'en aller là-dedans qui ont eu une carrière intelligente, qui ont su quoi faire, qui n'ont jamais eu de problème à l'extérieur de l'octogone. T'en vois pas des combattants comme ça qui n'ont jamais testé positif ou quoi de même. Des vrais athlètes qui ont fait ce sport-là pour les bonnes raisons, pour le sport des arts martiaux mixtes, tu ne les verras jamais là-dedans. Encore une fois, c'est un gros jugement que je fais présentement, là, puis ça, j'en suis conscient, c'est correct. Puis ça, vous avez le droit d'être d'accord ou pas avec moi, puis c'est bien correct, puis c'est à ça que ça sert à un podcast et de discuter par la suite. Mais je trouve ça dommage. Puis je suis même pas intéressé à regarder ça. Je trouve que c'est triste. Je regarde ça, je fais
Je peux pas croire que tu vas aller te frapper d'en face à tour de bras, à point nu, puis tu vas vouloir y retourner après. Jusqu'à quel point que t'es rendu, en tout cas moi dans ma tête, jusqu'à quel point t'es rendu bas pour te rendre là où tu as besoin d'argent ou que tu as complètement fucké ta carrière avant puis que tu n'as pas pensé que ça allait se finir à un moment donné, que tu n'as pas préparé ton après-carrière. Il y en a plusieurs, je le sais. Puis, écoute, moi, je suis un peu à l'exception, là, tu sais, mais il reste que je trouve ça plate, pour vrai. Là. En plus, à une époque, Pat, où on se bat encore, puis ça commence à vraiment être moins pire, là, mais tu sais, les gens qui pratiquent les arts martiaux mixtes ou qui aiment ça disent ben regardez, c'est un vrai sport, c'est sécuritaire, il y a des règles, c'est bien encadré, tout ça. C'est beau, il y a beaucoup de techniques et tout ça. Il y a comme encore un travail d'éducation qui est en train de se faire qui commence à porter fruit. Puis là, après ça, tu as ce concept-là qui est juste frappez-vous l'en face jusqu'à temps que vous saignez, puis que vous tombiez par terre, puis ça finit dans un bain de sang, comme je l'ai dit. Ça aide pas. Bare knuckle, je pense pas, et je pense que tu es d'accord avec moi, aide pas nécessairement la cause là, des défenseurs des arts martiaux mixtes. Absolument pas. Puis il va toujours avoir des partisans pour regarder ça. C'est pas les partisans qui sont le problème, là. Si tu regardes ça et tu aimes ça, c'est correct. C'est pas toi le problème. Le problème, c'est de faire des shows de même. C'est ça le problème. C'est le promoteur qui va faire ça puis qui va me foutre du monde qui sont désespérés pour aller faire une coupe de 100$, une coupe de 1000$, whatever, là, combien que ça paye pour aller se taper dans la face à point nu. Mais tu sais, c'est ça qui n'est pas correct, moi, je trouve. C'est pas ceux qui regardent ça. Tu as le droit de regarder ce que tu veux. Ah oui, effectivement. Donc, bref, pour ceux que ça intéresse, c'est vendredi. C'est à la carte. Je ne sais même pas si c'est disponible, en fait, au Québec, là, mais c'est vendredi. Puis, en tout cas, les faits saillants, vous ne les aurez pas à RDS, je vous le confirme, mais sur Internet, vous allez être capable de trouver ça, c'est sûr. On en parlera la semaine Pat, prochaine. Merci. Ouais, c'est ça. On fera le recap la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon ami. Je te souhaite une belle semaine, un bon show samedi. UFC Vegas mettant en vedette Alistair Overeem et Alexander Volkov. Une belle carte, on se répète. Et vous savez où nous trouver dans la cage. On va être de retour la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao. Salut, Pat. Salut tout le monde. Bye.